La colonisation, c'est un principe simple. C'est un peuple qui se lève parce qu'il est fort de ses moyens militaires, qui décide d'aller conquérir un autre peuple qui ne lui a rien fait du tout, dont la seule faute, c'est d'avoir des richesses qu'elle utilise ou qu'elle n'utilise pas, mais que le peuple fort juge plus profitable à lui que propriétaire initial là-bas, qui se lève et puis qui s'en va tomber sur des gens innocents qui lui ont rien fait, lui le brutalise, tue, détruit sa maison, sa civilisation, sa société, et puis s'accapare du patrimoine en question pour revenir enrichir son pays d'origine. C'est le principe de la colonisation. Et si le climat le permet, si les conditions nationales naturelles le permettent, le colonisateur ou la conquête coloniale s'installe carrément et puis, dans la mesure du possible, fait disparaître les occupants initiaux pour se créer un nouveau pays et s'approprier et le sol et l'espace et même l'histoire de ce territoire. Nous en avons été victimes. Sinon, le panel n'aurait pas posé la question. Mais est-ce que ce pillage des ressources africaines a cessé depuis 1960, depuis les indépendances proclamées? Non, ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé du fait des conditions initiales de l'indépendance. Ça n'a pas cessé du fait de la trajectoire de l'indépendance, ça n'a pas cessé du fait de la gestion de cette période d'indépendance. Regardons les conditions initiales. Quand le colon a senti que le moment était venu pour des conditions générales rappelées par le professeur Molitier, qu'il était certainement obligé de partir, il a créé les conditions pour rester. Il a mis en place les bases qui lui permettaient d'être absent, mais de rester encore plus fort, parce que cette fois, personne ne l'aura accusé de piller des ressources, mais les ressources, le pillage s'organiserait automatiquement sur la base des institutions mises en place. Le système était monté de telle façon que vous ne pouviez pas vous débrouiller sans aller prendre conseil, sans aller prendre instruction, sans aller prendre directive à Paris. Et il a fait signer avant les indépendances, entre sa constitution de 58 et 1960, il a fait signer des accords de coopération, il a fait signer des accords de transfert de compétences que l'on a appelé indépendance en réalité. En juillet, le 11 juillet 1960, Houphouët-Boigny à Paris a signé avec Michel Debré ce qu'on appelle l'acte d'indépendance, le transfert de compétences, toutes les prérogatives qui sont celles de la France, de l'État français, nous allons vous les confier, vous allez les gérer pour nous dans votre pays. Les compétences sont transférées, le Premier ministre revient, puisque nous étions alors en régime parlementaire, cette toute première constitution avant celle de 60, c'est l'Assemblée nationale qui désignait le Premier ministre en Côte d'Ivoire, et c'est avec ce papier que le président Houphouët-Boigny déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais c'était ficelé, puisque ce sont des transferts de compétences. Quand vous avez une autorité, une hiérarchie qui vous transfère une part de compétences, vous avez pour devoir de lui rendre compte, systématiquement. Ils ont fait signer autour de ce transfert de compétences les premières années d'indépendance, en avril 61. Ils ont fait signer des accords de coopération qui concernaient tous les domaines de la vie politique. Justice, administration, poste et télécommunications, formation, défense, sécurité.
Et en annexe de l'accord de défense, ils ont glissé petite annexe là qui disait simplement que toutes vos ressources naturelles, et c'est vrai pour l'ensemble des pays francophones, toutes vos ressources naturelles, connues et non connues, doivent être utilisées en intelligence avec les forces armées françaises pour des raisons stratégiques, selon les besoins, compte tenu de la complexité du marché international. Ça, on l'a signé. Et si vous voulez céder toute une partie à d'autres puissances, il faut nous informer et demander les autorisations nécessaires. D'abord, signé en avril 61. Alors, vous voyez que le transfert de compétences, allez gouverner vos pays, mais pour notre compte. Le contrôle des ressources, c'est à vous, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'avec notre accord et les autorisations nécessaires. Bon, a déjà créé les conditions initiales pour que ça ne cesse pas. Mais bien sûr, Engoulevent n'était plus là, Bengué n'était plus là, Brazza n'était plus là, Faidherbe n'était plus là, ni Trèche-la-Plaine d'ailleurs, mais il y a eu des gens qui ont fait le travail pour eux et qui l'ont bien fait. Chaque fois que nous importons des marchandises pour fabriquer quelque chose ici, nous achetons chez eux en priorité et sur chaque kilo importé, il y a un surcoût automatique qui est le prix de l'amitié. Quand le blé coûte 10 francs le kilo sur le marché international, nous, on ne va pas acheter parce qu'on a des accords qui nous demandent d'acheter prioritairement chez la puissance ancienne, l'ancienne puissance coloniale. Et puis, il y a des chiffres qui s'ajoutent. C'est le prix de l'amitié parce qu'on vous aide après tout. Quand vous achetez du fer, de l'acier, de n'importe quoi, vous payez un peu plus cher que ceux qui achètent sur le marché libre. Et quand vous vendez aussi, au nom de l'amitié, il ne faut pas leur vendre trop cher, vous payez aussi une décote au nom de l'amitié. Voilà comment on a fonctionné dans cette trajectoire pour mouler le pillage. Ça continue, mais ça ne peut continuer, chers auditeurs, que parce qu'il y a une connivence dans la gestion de tout cela. Connivence entre les élites politiques et économiques de nos pays et les élites politiques et économiques de l'ancienne puissance coloniale, pour faire une sorte de capitalisme de connivence. Les peuples sont écartés, laissez-les de côté, vous dealez avec nous, vous devenez riches, nous on gagne, et puis c'est bon, on vous aide à gérer votre pouvoir, à rester au pouvoir le plus longtemps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que nous sommes d'accord avec vous, mais si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous allez dégager tout de suite. Et puis ça nous a fait mettre dans l'esprit de chacun d'entre nous, élite comme politique, que vous ne pouvez être riche qu'en faisant de la politique. L'idéal social, c'est le politicien et non l'entrepreneur. Mais pour réussir en politique, il faut déjà avoir l'onction de Paris, de l'ancienne puissance coloniale. Si vous ne vous connaissez pas à l'Élysée, au Quai d'Orsay, non, vous ne pouvez pas être président. Et vous ne pouvez pas rentrer au pouvoir. Mais si on vous connaît, si la presse France-africaine vous connaît, si les animateurs de la France-Afrique vous connaissent, ça c'est bien. Autrement dit, vous serez jamais. Ça c'est le pari que les nouvelles générations prennent aujourd'hui. Si on veut que cette exploitation qui perdure cesse, si on veut que ces droits de l'homme reviennent dans le respect propre, si on veut que l'indépendance tcha-tcha-tcha, qui a désillusionné tout le monde, redevienne une vraie indépendance, nous sommes obligés, en tout cas les jeunes générations sont obligées de faire une rupture épistémologique. Quand on est indépendant, on est indépendant. On se débrouille seul. Tant qu'on n'a pas bouleversé cela, pour que nos enfants, les nouvelles générations,
apprennent à se regarder, à s'asseoir, à parler comme ça, je ne suis pas sûr que ce système mis en place depuis les années 60 cesse. Même quand il y a de petites réformes, de petites touches à droite, à gauche, c'est jamais une rupture de fond. Ça a été fait pour les accords de défense, ça a été fait pour les accords de coopération générale, pour le CFA en décembre dernier, vous vous souvenez, le président français est venu ici proclamer que le CFA était mort. Le lendemain, on utilisait quand même le CFA. Ils ont dit qu'en juillet 2020, l'ECO allait remplacer le CFA. Nous sommes en août 2020, on a le CFA en couche. Mais il y a de petits bluffs comme ça qui font croire que les choses avancent, mais en réalité, elles ne bougent pas, elles ne changent pas tant que l'initiative de rupture ne viendra pas de nous. Quand nos populations se décideront à avoir un président de la République qui leur dira clairement je vais négocier, discuter pour effectivement mettre fin à ce type d'arrangement, la rupture va se faire. Si des chefs d'État africains se lèvent pour dire bon, c'est vrai, nous on ressemble à un gâteau, mais on n'est pas un gâteau, on veut maintenant se prendre en charge. On saisit la Cour internationale de justice à La Haye, on prend des avocats et puis on dit à ces avocats, voilà des traités que nous avons signés, mais qui franchement aujourd'hui ne nous arrangent plus, qui ont été modulés, arrangés, reformatés, ça ne nous arrange plus. Et puis bon, nos avocats et leurs avocats vont discuter, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, mais quand De Gaulle a dit aux Américains qu'il ne voulait pas de l'OTAN, ça n'a pas plu aux Américains, mais bon, ça a duré tout le temps jusqu'à Sarkozy qui a fini par revenir dans l'OTAN, mais ça n'a pas empêché la France de faire son chemin en toute amitié, en toute alliance avec... C'est du droit, trouver de bons avocats, non, trouver un bon chef d'État qui, lui, ne se dit pas « je vais remplacer le colon et puis m'enrichir », mais qui se disent « ces populations ont droit à bonheur, ont droit à la prospérité, ont droit à des libertés, ont droit à la propriété. Bon, il faut leur donner ça, ce sont des droits de l'homme. La propriété, la liberté, la prospérité, il faut leur donner. À partir de ce moment-là, ça va se faire. Et pour ça, il faut que les populations soient informées que mon père, il y a des milliers d'hectares de terre ici qui sont propriétés de l'État et les ouais et les dents se tapent dessus, les agnis et les baoulés se tapent dessus, les coulangos et les... C'est trop difficile, c'est pour l'État alors qu'on sait que c'est pour les vieux qui sont au village. C'est une affaire de droit, de propriété. Les appétits géopolitiques, à mon avis, il faut les équilibrer. Il faut être la chasse de personne, la chasse gardée de personne. On n'a pas les moyens. Les grands pays peuvent dire, nous, tout le monde dehors, on a les satellites, on a les armes nucléaires, on a les avions, les porte-avions, les sous-marins, on peut se défendre. Mais nous, là, on est trop petits, c'est-à-dire qu'on est minuscule. La défense, alors, dans ce cas, ce n'est pas de se mettre sous la protection de l'un contre l'autre, c'est d'ouvrir ses frontières et puis dire à tout le monde, vous avez égal accès à nous ici. Mais vous respectez nos populations, voilà les règles du jeu. Nous ne sommes la chasse gardée de personne. Vous voulez une base militaire à Port-Boué, on vous la loue, mais on ne vous la loue pas à vous seul. Si les Américains viennent, on loue Djibouti à 11 bases militaires là-bas. Et les gars payent des loyers à Djibouti. Et puis bon, chez nous, on a des titres fonciers donnés à une base militaire. C'est pas qui contrôle l'aéroport d'ailleurs. C'est une affaire de partenariat. Et je reviens là-dessus, c'est du droit, mais ce droit-là doit être fondé, comme vous dites, par des analyses. Vous avez vu l'histoire de la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Ça s'est géré devant la Cour internationale de justice. Mais nos gars sont allés là-bas comme s'ils allaient en week-end pour se promener. Les Ghanéens ont formé de vraies équipes avec des universitaires, anthropologues, sociologues, ethnologues, historiens, ingénieurs.
Et puis arrivé là-bas, leur dossier était bien défendu, historiquement, sociologiquement. Et puis nous, les gars, ils se sont dit, ah bon, mais avec tout ça dedans, et puis bon, les Ghanéens ont eu raison, la frontière a été... Ah oui. C'est tout, quoi. Utiliser les compétences qu'il y a, et puis ne pas les considérer. On a une fâcheuse manière ici, Père Abékan, de considérer les universitaires comme des farfelus théoriciens. Ouais, mais là, c'est les théoriciens, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on peut construire des maisons avant de faire le plan après. Mais à ce rythme-là, bon, vous retrouvez toujours... c'est ce qui se fait en ville. Absolument. Pas besoin d'architecte, pas besoin de plan, pas besoin de rien. C'est le maçon qui fait le plan, qui construit. Et puis après, on se dit, ah, on ne comprend pas, le mur s'écroule ici, la fondation par là. C'est exactement... Mon père, on a les compétences à l'université, dans les centres de recherche. Vous les utilisez en droit, en économie, en sociologie, en langue. Ils savent parler anglais, espagnol, chinois. Vous ne parlez pas ces langues-là, vous les prenez, ils vont aller défendre ces dossiers proprement, clairement, et puis créer des amitiés avec tout le monde sans avoir besoin de passer. Je raconte cette histoire. J'ai reçu ici, en tant que président de l'Assemblée nationale, l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Roland Dumas. Mon père, il est venu s'asseoir, il m'a regardé droit dans les yeux. Tu veux être président, est-ce que tu es prêt pour toutes les décisions que vous allez prendre chez vous là? Prêt à prendre le téléphone, à demander un avis à l'Élysée? Vraiment, j'ai rebondi dans mon fauteuil, il m'a dit, ouh là 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 là, ne faites pas cette tête-là, ne faites pas cette tête-là, mon jeune ami. C'est comme ça que ça marche. Ils font tous ça, les Yadema, Bongo, Kérékou, ils font tout ça. Mais au moins, bon, la voie est ouverte. Mais j'ai dit non. Vous voyez, j'ai dit non. Et c'est possible de dire non. Mais alors sans... Et en partant, il a dit, bon, j'étais prévenu et il était porteur d'un message de Jacques Chirac pour moi. C'est Chirac qui l'a envoyé, il est venu dire... La merdeur, là, il faut cesser, on peut... Quand j'ai dit non, il a dit, bon, il faut continuer, il ne faut pas arrêter, mais le chemin va être difficile, parce qu'il y a des gens là-bas à Paris qui considèrent que votre pays n'est qu'un élément de portefeuille pour l'État français. Vous êtes un titre foncier dans le patrimoine français. L'enlever de leur portefeuille, là, vraiment... C'est pas... Mais... Les portefeuilles se négocient sur les marchés. Vous allez devant les avocats, devant les cours de justice. Les compétences sont ici. Hein. Les jeunes chercheurs que vous voyez là, ils sont compétents, ils sont en ville. Vous leur confiez les dossiers, ils vont les négocier propres. Si vous n'êtes pas, ils prennent des secours, des avocats américains, britanniques, des gars qui sont adossés au Congrès américain. Et puis ceux qui n'ont pas peur des députés européens. Là. Et puis ils vont négocier. Mon père, ça se négocie, ça se traite, et puis ça se signe, et puis c'est fini. Ce que Gandhi a fait, Nkrumah a essayé, Sankara a essayé, Mandela a essayé. En fait, ils ont tous essayé, mais on s'arrête toujours en cours de route parce qu'on veut négocier un peu. Dans le droit, là, le madeleine, ça se rompt. Ça se rompt. C'est une volonté politique. Hein. Les compétences, c'est vrai. Moi, je suis fier de mon pays. Il y a des compétences. Oui. Mais s'il n'y a pas cette volonté politique, il y a des compétences qui partent ailleurs. Ils vont enrichir d'autres pays. Oui, c'est la volonté politique, effectivement. Je suis chef d'État d'un pays. J'ai des droits. Le peuple m'a choisi. J'assume. Je demande, je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, Sékou Touré l'a fait, Olympio et autres, là, ils ont eu quelques problèmes. Mais mon père, le monde a changé aujourd'hui. Hein. On ne peut plus cacher l'information, ça va en temps réel, l'opinion est globale, et puis les jeunes là, ils sont... Et puis l'Afrique est tellement convoitée que ce que les Français ne veulent pas, là, les Américains veulent. Ce que les Américains ne veulent pas, les Chinois sont d'accord avec. Si les Chinois ne veulent pas, les Russes sont preneurs. Sinon, les Brésiliens... Alors, en mélangeant tout ça, en faisant un bon cocktail, dans notre intérêt à nous, on s'en sort. Dans notre intérêt à nous, mais c'est vrai qu'il faut un leadership. J'aimerais bien ajouter que très souvent, ces pourcentages-là sont un leurre. Parce qu'on vous dira... Ouais, les gars d'essai, ils bavardent beaucoup alors que les réserves
africaine au trésor français représente moins de 1% des réserves françaises. Les exportations, mais c'est rien du tout. L'Afrique, ça compte rien. Mais, chers amis, la puissance diplomatique que la France a à contrôler tous ces pays francophones est incommensurable. Avoir à elle seule aux Nations Unies tous ces ambassadeurs qui prennent instruction de vote auprès de Paris, c'est extraordinaire. Savoir que sa voix portera d'autant plus que derrière, il y a tous les pays qui vont suivre, c'est énorme. Et puis, lorsque vous avez une société de l'ancienne puissance coloniale qui vient exploiter du pétrole, de l'uranium, du manganèse ici, on considère que c'est votre production. Mais en réalité, l'uranium du Niger, c'est Areva qui en profite. 7%, ça paraît petit, mais si vous demandez au Niger, c'est énorme quand on voit ce qu'il y a comme gain derrière. Quand Lissouba explique que Total était capable, ou Elf était capable de charger des containers entiers de bateaux dans son pétrole et lui, président, ne pouvait pas savoir quel tonnage était importé, mais ce n'est pas 7%. C'est la partie visible de l'iceberg qui fait 7%. La réalité est... Moi, je suis allé visiter ici à Abidjan une des plateformes pétrolières, mais en haute mer là-bas, j'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils, et nous on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que on est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérian pour le raffiner ici et le vendre ici. Après, on se plaint des fluctuations du dollar. Il ne faut pas vous en tenir aux parités, au taux que les gens donnent. Ce n'est que la partie visible. Derrière, il y a la puissance. Regardez, quelqu'un qui est au trésor français, qui a un tableau de bord devant lui, qui voit tous les comptes de tous les citoyens de tous ces pays africains que même un chef d'État local ici ne connaît pas. Votre compte, son compte, mon compte. Mais lui, là-bas à Paris, il a le tableau de bord, il veut savoir quel est le compte de Conan. Mais le président ivoirien ne sait pas. Parce que toutes les informations des banques remontent à la BCEAO et puis remontent chez lui. Si vous êtes un investisseur ivoirien, vous allez voir un partenaire chinois pour ouvrir une usine de quelque chose, déjà à Guéyou, une usine de transformation du cacao. Votre dossier bancaire, vous le confectionnez, vous le déposez ici pour avoir un crédit, pour pouvoir financer votre usine ou payer votre quote-part par rapport au partenaire chinois, où il a viré l'argent, c'est sur un compte. Mais le type à Paris, il voit quelques millions de dollars qui arrivent sur le compte de Mbouam. Ils cherchent à savoir ce que c'est. Ils veulent faire une usine. Les Chinois veulent faire une usine avec Patrick Mbouam à Guéyo. C'est une information capitale. C'est le big data. C'est la donnée. Le type qui sait ça voit tout de suite sur quel bouton appuyer pour faire tomber, pour améliorer. Prend son téléphone, il appelle son ministre, qui appelle son premier ministre, qui appelle l'Élysée, qui appelle le chef d'État ici. Alors, vous nous faites un bébé dans le dos. Comment ça? Construisez une usine là-bas avec les Chinois? Mais enfin, on sait faire ça, non? Et puis, on vous fait des propositions alternatives. Et puis, le projet peut s'arrêter en route. Vous avez vu pour le métro, là? Initialement, il y avait les Coréens, tout ça. Et puis, il a fallu que Macron parle un peu et puis on a enlevé tous les autres et puis c'est revenu. Mais ça, c'est pas les 7%. Hein.
Ça va au-delà de cette puissance. C'est cette puissance de contrôler et l'économie, et les hommes, et les opportunités, et les finances. C'est ça qui fait la puissance de ce pacte-là. C'est pas 1%, 2%, non. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce business. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Mais ils aiment toujours nous rabâcher, ouais, mais vous ne comptez rien, 1% c'est rien. Mais si ça n'est que ça. D'ailleurs, il y en a qui disent, mais vous nous coûtez cher, au contraire, ça suffit. Mais alors, laissez-nous partir. Moi, je pense que si les gens ont le contrôle de nos pays, en contrôlant le sommet, c'est parce que tout le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne. À partir du moment où vous contrôlez cette personne-là, vous contrôlez automatiquement toutes les ressources, puisque l'État est propriétaire de tout. Si vous démocratisez le pouvoir, bien vous délocalisez le pouvoir, ou vous dépolarisez le pouvoir. Une seule personne n'a pas tout. Vous pouvez contrôler. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever aux États-Unis et puis venir sur CNN et puis annoncer ladies and gentlemen, bon voilà, j'ai fait un coup d'État, le président Trump est renversé, c'est moi le général Intel, je suspends la Constitution. Vous pensez que les gens vont le prendre au sérieux? On va chercher, on va appeler un hôpital psychiatrique pour venir le chercher parce qu'on se dit mais il est fou. Pourquoi? Parce que le pouvoir est tellement déconcentré entre le président, le congrès, les départements, les États, les universités, les avocats, les magistrats. C'est tellement déconcentré que vous pouvez attraper Trump à l'instant d'après. Les États-Unis continuent, quoi. Ici, il suffit d'aller à la RTI ce soir. D'ailleurs, il y a des militaires autour parce que tout le monde y croit. Vous allez vous annoncer que désormais, je suis président, c'est fini. Les gens vont dire, oh, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a annoncé. C'est moi. Alors, l'idée, c'est d'enlever ce trop-plein de pouvoir dans les mains d'une personne et puis de renvoyer le pouvoir dans le peuple. Les ressources, c'est pour l'État? Non. C'est pour les villageois et dans le village, c'est pour les populations. Si les gens se rendent compte qu'en attrapant le président, ils n'auront plus le puits de pétrole, ni la mine d'uranium, ni la mine d'or, ni la mine de bauxite, mais que ces mines appartiennent aux populations d'Abangourou, de Bouna, de Man ou d'Azopé, bon, ils sauront qu'on attrape le président ou qu'on ne l'attrape pas, ça ne nous donnera pas la propriété de ces mines, ça va changer complètement la donne. Et puis, le non-respect du bien commun, je pense que ça dépend des sanctions, quoi. Il faut sanctionner parfois les gens. Dans les bons pays, quand vous circulez, que vous faites un accident, vous abattez un arbre planté par l'État ou la commune. Et puis, votre accident va abattre l'arbre, mais vous payez la réparation de votre voiture, vous payez l'arbre abattu, et je ne parle même pas des hommes qui sont blessés. Ici, là, les woro-woro, les transporteurs peuvent même faire ce qu'ils veulent, et puis si vous n'êtes pas là, ils s'en vont, il n'y a pas de problème. On les laisse faire. Si un gouvernement se met à sanctionner, à régler, à réprimander en suivant le droit, on va rentrer dans l'ordre. Les Africains, on est des grands peureux, hein. Les Blancs qui nous ont colonisés, là, ce n'était pas des hordes de milliards de Blancs. Benji est parti peut-être tout seul du Dakar. Il tape les Wolofs, il prend les Wolofs, il vient taper les Sérères, il ajoute les Sérères dessus, les Guinéens, il ajoute jusqu'à Kong. Et puis là où il vous blesse, il vous prend, vous allez frapper vos frères, et ainsi de suite. 1000 et quelques Européens ont pu coloniser tout le continent. On est discipliné, il faut taper, et puis ça. Rawlings a tapé au Ghana, ça marche après. Sankara a mis un peu d'ordre au Burkina, ça marche encore un peu. On se plaint de Kagame là-bas, il serre les verrous, mais bon, si on laisse faire, aux examens ça triche, tout le monde devient tricheur parce qu'il n'y a pas de sanctions. Moi au ministère des Finances, il a suffi que j'attrape 2 tricheurs, fraudeurs,
les autres sont venus faire la file d'attente devant le bureau pour dire vous avez pris quelqu'un qui cache 60 et puis déclare 40. Nous là, on cache 40, on déclare 60, mais on est venu, il ne faut pas nous faire la même chose, on va changer, il faut... C'est tout, hein. C'est-à-dire vous attrapez un, vous secouez, les autres se mettent tout au bas. Pillage perdu, mais ce n'est plus le colon qui l'organise, ce sont les élites locales. C'est nous qui l'organisons. Et si nous arrivons à rompre avec l'idée que les ressources naturelles sont nos richesses, peut-être que le pillage va diminuer. Et les vraies richesses des peuples qui avancent bien, ce sont leurs hommes. La qualité des hommes, la formation des hommes, l'éducation des hommes, la compétence des hommes, les institutions qui encadrent les hommes. Et si nous arrivons à oublier momentanément ces ressources, cacao, pétrole, or, et puis on se concentre sur la valeur qu'on doit donner à nos hommes, la formation, l'éducation, la santé et bien sûr les institutions démocratiques pour leur donner des droits, les ressources, c'est l'homme la première ressource en réalité. Vous vivez avec une poussière là, vous pensez que c'est de l'argile, mais si vous êtes éduqué, vous vous rendrez compte que c'est de l'uranium. Mais tant que vous n'avez pas l'intelligence, la connaissance, la compétence, pour vous, c'est du caillou. Et puis celui qui est instruit va venir vous dire qu'il va prendre, c'est du diamant. Et la première richesse, c'est l'homme et sa qualité. Et malheureusement, monsieur le modérateur, Père Abékan, les conférences font défaut à notre pays. Depuis de longues années, on a fini comme si nous avions même renoncé à l'intellect. C'est la course effrénée, la course des rats là, dans le laboratoire. On ne réfléchit plus, on ne discute plus, on ne débat plus. Que ce soit à l'université, que ce soit en dehors de l'université. Merci pour l'initiative, pour les 60 ans de notre indépendance. Moi, j'ai été très honoré d'y participer et n'hésitez pas à toute autre occasion, je suis demandeur. Et aux auditeurs et téléspectateurs, ce serait bien partout où vous êtes de faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire apprennent à se parler. Et la conférence, il n'y a rien de tel. Vous invitez quelqu'un, venez parler de n'importe quel thème, les poissons rouges dans la lagune d'Abidjan, les écrevisses, dans tout quoi. Mais il faut que les gens se parlent, qu'ils apprennent à discuter, à se poser des questions, sans se frapper, sans s'insulter, sans se boxer. Merci en tout cas pour l'initiative. Merci au modérateur.